Lancement de la semaine nationale dédiée aux symboles de l'État, une campagne pour mieux comprendre et valoriser nos emblèmes nationaux, le point à suivre. La seconde partie de la loi des finances 2026 a été adoptée ce matin par tous les membres du Conseil national de transition, un budget dit souverain marqué par une hausse des allocations pour plusieurs institutions de l'État. Au Bénin, une tentative de coup d'État a été déjouée ce dimanche. Alors qu'un groupe de soldats avait brièvement annoncé la mise à l'écart du président, l'armée avec le contrôle et des alliés régionaux ont repris le contrôle. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. C'est parti pour la semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. L'événement a démarré ce lundi 8 décembre et se poursuivra jusqu'au 12 décembre prochain. Assetoumani Koulibaly nous en dit davantage sur les objectifs de cette campagne. Cette semaine nationale vise à informer et sensibiliser les populations afin qu'elles connaissent mieux leur État. Elle offre une fenêtre plus large sur les symboles nationaux, notamment l'hymne national, les armoiries, les sceaux, ainsi que la devise de l'État. Lors de la cérémonie de lancement ce lundi, le Premier ministre a rappelé la plus-value de cette initiative qui en est à sa 10e édition. Mesdames et messieurs, les symboles de l'État jouent un rôle essentiel dans la formation des citoyens. Ils inculquent le respect des lois et des institutions. Ils nourrissent le patriotisme, l'amour de la patrie et le sens du devoir civique. Enfin, ils servent de support pédagogique dans les écoles, les cérémonies officielles et les commémorations. Les symboles de l'État ne sont pas de simples images ou mots. Ils constituent le ciment de notre nation, le reflet de son histoire et la boussole de son avenir. De respecter et de promouvoir, c'est renforcer l'unité nationale, la souveraineté et la stabilité institutionnelle. Le directeur national des Sceaux, Mohamed Nadjim, souligne que ces activités sont initiées pour amener tous les Maliens à appréhender de manière responsable les signes d'appartenance nationale. La deuxième édition de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État est placée sous le sceau de l'année 2025, décrétée année de la culture, pour porter partout et transmettre plus facilement les messages puissants des symboles de l'État et contribuer à la construction en cours du citoyen malien en symbiose avec d'autres acteurs publics et non publics. Qui de mieux que des jeunes motivés, déjà imprégnés des symboles de l'État pour faciliter leur connaissance auprès des populations? Pour le bon déroulement de la semaine, la mission assignée aux pionniers est plus que cruciale. Et aujourd'hui, moi je suis chargé de donner des explications par rapport à la devise. Et déjà, quand on parle de la devise, donc la devise, ça c'est l'idéal du peuple malien. Donc notre vision, notre idéal. Les gens vont d'abord connaître, ensuite l'utilisation, on va faire l'harmonisation. Donc les jeunes pionniers ils sont là, la montée des couleurs, l'hymne, le chant, déjà ça c'est des choses concrètes. Et en plus ils animent les stands. J'espère que ça va plaire aux gens. Vous avez vu qu'il y a un engouement. Ils sont là, ils donnent les explications sur les symboles de l'État. Pour rappel, du 8 au 12 décembre, des stands d'exposition seront animés par les pionniers afin de faire connaître les symboles de l'État aux Maliens. Toujours ce 8 décembre, le Conseil national de transition a adopté à l'unanimité la seconde partie du projet de loi des finances 2026 consacré au financement des politiques publiques. Présentée comme un budget souverain par le gouvernement, la loi prévoit une hausse notable des allocations destinées à plusieurs institutions clés de l'État. Abdoulaziz Aïdara et Assetou Bouhari. Dans le cadre du processus d'adoption du projet de loi des finances 2026, la deuxième partie du texte consacrée au financement des politiques publiques a été soumise ce lundi 8 décembre 2025 au vote du Conseil national de transition. À l'issue des débats, les membres de l'organe législatif ont adopté le projet de loi à l'unanimité. 125 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Pour le budget qui s'élève à 3578 milliards de francs CFA en dépenses et à 3058 milliards de francs CFA en recettes, soit un déficit budgétaire de 520 milliards de francs CFA qui se dégage. Nous remarquons que les recettes augmentent de 15% par rapport à 2025, le budget initial de 2025, et les dépenses augmentent de 11% par rapport au budget initial de 2025. Nous pouvons également noter que le déficit budgétaire
diminue de 10% par rapport à 2025. Selon les ministres, la loi des finances pour l'exercice 2026 est un budget souverain, destiné selon lui à mettre en œuvre les recommandations issues des Assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien. Il a également souligné la volonté du gouvernement de renforcer les moyens alloués à plusieurs secteurs stratégiques. Il faut rappeler que ce budget est un budget qui est orienté vers la souveraineté et le développement économique. Des secteurs comme la sécurité, l'éducation, la santé ont une classe importante. Il faut également noter que ce budget est un budget qui fait une large place également aux réformes. Tout ce que les Maliens ont eu à dire lors des États généraux et lors des Assises nationales de la refondation et même lors du dialogue intermalien sont mis en œuvre. Et ce budget, il tient en compte l'ensemble de ces réformes et il s'engage à les mettre en œuvre. Selon les prévisions budgétaires arrêtées, la présidence de la République voit ainsi son budget passer de 15,672 milliards de francs CFA en 2025 à 17,407 milliards de francs CFA en 2026, soit une hausse de 1,734 milliards de francs CFA. Quant au CNT, le budget passe également de 11,451 milliards en 2025 à 13,630 milliards de francs CFA en 2026, soit une augmentation de 2,179 milliards de francs CFA. Dans un communiqué publié le samedi 6 décembre 2025, l'état-major général des armées a informé que grâce à la vigilance de l'armée, un convoi de camions-citernes a échappé à des tirs de groupes terroristes sur l'axe Bougouni-Bamako. Cette attaque a eu lieu alors que les forces armées maliennes intensifiaient les opérations aériennes, notamment dans la région de Sikasso. Geneva Samake. Un convoi de citernes escorté par les FAMA a été pris pour cible par des terroristes sur l'axe Bougouni-Bamako samedi. Les unités ont riposté rapidement et rétabli la situation. Les citernes endommagées ont été sécurisées et le reste du convoi a poursuivi sa route sans autre incident. Par ailleurs, depuis vendredi, les FAMA intensifient leurs opérations aériennes contre les groupes armés terroristes dans les régions de Koutchala, Sikasso et Nara. En l'espace de 48 heures, plusieurs tentatives d'infiltration ont été déjouées, des refuges détruits et des combattants neutralisés. Vendredi 5 décembre, une tentative d'infiltration a été déjouée à Maou, dans le cercle de Yorosso, région de Koutchala. Les FAMA ont continué l'attaque au sol avant que l'aviation ne prenne les relais. Les assaillants ont été poursuivis jusqu'à leur zone de repli. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et du matériel détruit, réduisant leur capacité de nuisance. Le lendemain, samedi 6 décembre, la surveillance aérienne s'est intensifiée dans la région de Sikasso. 3 frappes ciblées ont touché des refuges terroristes identifiés. D'abord, autour de Fenkolo à l'est de Sikasso, puis à l'est de Danderesso près de la frontière burkinabé et enfin au sud-est de Tchéré. Des opérations coordonnées qui ont permis de désorganiser des cellules actives dans la zone. Toujours dans la journée du 6 décembre, un autre groupe terroriste a été repéré dans le secteur de Guiré, au sud-est de l'Ouali Chérif, région de Nara. Camouflés sous des arbres, ils ont été neutralisés par une frappe précise des vecteurs aériens FAMA. Hors de nos frontières, une actualité majeure secoue la région ouest africaine. Il s'agit de la tentative de coup d'État échouée ce dimanche 7 décembre à Cotonou, au Bénin. Un groupe de militaires mutins avait annoncé la destitution du président Patrice Talon, mais l'armée loyaliste a rapidement repris le contrôle de la situation. Selon les autorités, 13 personnes ont été arrêtées, dont 12 soldats qui avaient pris d'assaut la télévision nationale. Ibrahim Babi revient sur les faits. Au Bénin, la tentative de coup d'État de ce dimanche 7 décembre n'aura duré que quelques heures, mais elle laisse derrière elle bien plus d'interrogations que de certitudes. L'opération menée au petit matin par un groupe de militaires a brièvement éclipsé le président Patrice Talon avant d'être rapidement étouffé par les forces loyalistes. Et si le calme est revenu à Cotonou, le pays reste suspendu à une question essentielle. Que s'est-il réellement passé ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les mutins sont apparus une seule fois à la télévision nationale pour annoncer la destitution du chef de l'État et la mise en place d'un comité militaire de la refondation dirigé par le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Cette séquence fulgurante, coupée immédiatement après sa diffusion, marque le point de départ d'un scénario encore opaque. Les sources sécuritaires évoquent une tentative de prise d'assaut du domicile présidentiel, suivie d'un mouvement vers le palais, avant que les mutins ne se replient vers la radio-télévision nationale pour enregistrer leur message.
Dans la capitale, plusieurs témoins ont rapporté des tirs près du port et la présence d'hélicoptères survolant la zone. Des blindés ont également été vus circulant vers le boulevard de la Marina. Autant d'éléments qui témoignent de la rapidité et de l'ampleur de la riposte engagée par les forces loyalistes. Peu après 20 h, le président Patrice Talon apparaît à la télévision nationale pour prononcer l'échec de ce coup d'État. Il dit, je cite, « Je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter par conséquent à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. » Il ajoute, « Cette forfaiture ne restera pas impunie. » Selon les autorités, une douzaine de militaires ont été arrêtés, principalement ceux impliqués dans l'éruption à la télévision nationale. Des sources militaires ont confirmé que le chef d'état-major de l'armée de terre et le chef de la garde nationale retenus en otage ont été libérés par l'armée dans la nuit du dimanche au lundi. La communauté internationale, elle, n'a pas tardé à réagir. La CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU ont affirmé condamner fermement et sans équivoque cette tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon et ont appelé les militaires à rentrer dans leurs casernes. Face à la gravité des faits au Bénin, la CEDEAO a déployé dans l'immédiat sa force en attente dans le pays après la tentative de coup d'État. La force a réussi avec l'armée républicaine à reprendre le contrôle. Cette intervention de l'organisation sous-régionale suscite réactions et analyses. Moussa Traoré nous en dit plus. Face à la tentative de prise de pouvoir survenue ce week-end à Cotonou, au Bénin, la CEDEAO a ordonné le déploiement immédiat de sa force en attente. L'organisation ouest-africaine affirme vouloir soutenir le retour à l'ordre constitutionnel et prévenir toute nouvelle dégradation. Cette décision traduit une volonté claire de la CEDEAO de réagir rapidement et de montrer qu'elle ne tolère plus des ruptures de l'ordre démocratique dans la sous-région. La décision de la CEDEAO de déployer immédiatement sa force en attente, je pense que dans le communiqué, la CEDEAO fait allusion à l'article 25 du protocole de 99 sur la bonne gouvernance. Effectivement, quand vous lisez cet article 25, dans le point E, il est mentionné que cette force en attente peut être déployée en cas de tentative de renversement du gouvernement démocratiquement élu. Donc, sur ce plan, oui, je pense que sur le plan texte, cet article donne justement ce droit à la CEDEAO d'intervenir. Mais sur l'efficacité réelle de ces déploiements, selon lui, dans plusieurs situations précédentes, la présence de la force en attente n'a pas permis de régler durablement les crises. L'impact de ces déploiements au Bénin dépendra donc de sa coordination avec les forces nationales et de la précision de son mandat. Je pense qu'il y a toujours un risque en matière d'intervention militaire, que ce soit en Irak, en Afghanistan, en Libye. Les interventions militaires n'ont jamais donné les résultats escomptés. Peut-être pour le cas de la Gambie, où Yahya Jammeh, qui avait été battu dans les urnes, avait voulu se maintenir au pouvoir. Il y a eu quand même le déploiement des forces sénégalaises. À part ça, je ne pense pas qu'il y a d'exemples concrets qui montrent que l'intervention militaire a apporté en tout cas les résultats concrets des résultats souhaités. Pendant ce temps, les autorités béninoises poursuivent leur opération de sécurisation alors que certains suspects liés à la tentative de coup d'État restent activement recherchés. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État, Alassane Ouattara, réélu à l'issue de la présidentielle du 25 octobre 2025, a prêté serment ce matin au palais présidentiel en présence de près d'une dizaine de chefs d'État africains. Le récit avec Assetou Ouaré. C'est lundi 8 décembre à Abidjan, Alassane Ouattara qui aura 84 ans le 1er janvier 2026 a prêté serment au-dessus de la Constitution de la Côte d'Ivoire au cours de l'investiture pour son 4e mandat en tant que président de la République. Cette prestation de serment a lieu 45 jours après l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, qui a consacré la réélection d'Alassane Ouattara au premier tour du scrutin avec 89,77% des suffrages exprimés pour un 4e quinquennat. Le Conseil constitutionnel ivoirien a proclamé le 4 novembre 2025 la réélection d'Alassane Ouattara. Le chef de l'État a reçu lors de la cérémonie l'insigne de grand maître des ordres nationaux, des mains du grand chancelier des ordres nationaux. Après sa prestation de serment, Alassane Ouattara a tenu un discours promettant.
Une grande Côte d'Ivoire innovante avec une agriculture moderne et un secteur privé plus conquérant. Depuis 2011 et son arrivée au pouvoir après une sanglante crise post-électorale, la Côte d'Ivoire a profondément changé, a ajouté le chef de l'État. La cérémonie s'est tenue en présence des 11 chefs d'État africains, dont celui de l'Angola, du Congo-Brazzaville, du Djibouti, du Gabon, du Sénégal, des Comores, du Ghana, de la Gambie, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Mauritanie, mais aussi d'anciens dirigeants comme le Nigérien Mahamadou Issoufou ainsi que la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchi-Kiwabo. Une réunion de la CEDEAO est par ailleurs prévue dans la foulée de l'investiture. Elle portera sur la situation au Bénin où une tentative de putsch a été déjouée dimanche et où l'organisation a annoncé l'envoi de troupes. C'est l'investiture du président ivoirien qui conclut ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.